And so I'm very pleased now to introduce our last speaker, Professor Zani Mahmoud from the Private University of Tunis, Professor of Public Law, who's going to speak to us on the topic of the individual complaints procedure to the Convention on the Rights of the Child, a critical review of optional protocol number 3. I think something that many of us have been waiting to hear about for quite a long time. So thank you. Thanks. Bonjour. Madame la Présidente, Messieurs, Dames, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de remercier vivement les organisateurs de ce colloque pour l'invitation qui m'a été adressée. Je tiens également à la féliciter pour la pertinence du thème choisi qui coïncide avec le plan d'action européen 2010-2014 en faveur des mineurs étrangers non accompagnés. Je me réjouis d'être parmi vous et de contribuer par une modeste communication sur un sujet qui n'a pas eu un intérêt depuis son adoption, c'est-à-dire le protocole numéro 3 à la Convention des droits de l'enfant, un protocole qui a été adopté exactement le 19 décembre 2011 et dont la doctrine ne s'est pas intéressée, il n'y a pas eu d'écrit sur ce fameux protocole. Sachant pertinemment que la Convention des droits de l'enfant, avec ce troisième protocole, elle est un peu alourdie. Pourquoi? Parce qu'en 2000, les Nations Unies ont adopté déjà 2 protocoles. Un protocole sur la vente d'enfants et la prostitution enfantine, et un deuxième protocole sur les enfants dans les conflits armés. Et ce troisième protocole vient compléter cet arsenal normatif. Ça veut dire quand on dit des protocoles à des conventions, il y a des obligations. Les États doivent envoyer des rapports sur tous ces protocoles et conventions au Comité des droits de l'enfant. Je vais essayer de résumer quelques points parce que je sais déjà, je vous remercie de votre présence. On est déjà un peu fatigué, la journée était assez remplie, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Ma communication va être centrée sur 3 points. Le premier, c'est l'état des lieux au niveau international et régional par rapport à la procédure de plainte. D'une autre manière, est-ce qu'il existe au niveau régional et international des procédures permettant aux enfants, parce que c'est ça l'intérêt, de saisir des instances internationales susceptibles de protéger leurs droits. La Convention des droits de l'enfant, comme vous le savez, elle a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en novembre, excusez-moi, le 20 novembre 89. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 90. Actuellement, elle est ratifiée par 193 États. C'est le traité largement ratifié dans le cas des Nations Unies, mais ça ne veut pas dire que 193 États, ça veut dire que la Convention est respectée dans la plupart de ces pays, parce qu'il y a un grand décalage entre la pratique et la théorie. Donc, je dirais 193 États, quelque part, c'est un peu un tableau, je dirais Picasso, c'est un tableau quelque part original, mais à admirer, je dirais, sur le plan théorique. Sur le plan pratique, on voit que tous les États qu'ils ont ratifiés violent la Convention. Des dispositions de la Convention sont violées au quotidien. Donc la Convention, lorsqu'elle a été adoptée, elle ne prévoyait pas un mécanisme de plainte. Ça veut dire que le Comité des droits de l'enfant ne peut pas avoir un support autre que les rapports des États pour examiner est-ce que vraiment les rapports des États, c'est-à-dire les données recueillies par les États dans le rapport, est-ce que vraiment ça reflète la réalité au niveau interne? Pourquoi? Parce que la procédure de plainte permet à des ONG, justement, de dénoncer la pratique de leurs propres États auprès du comité. Et donc, lorsque la Convention a été adoptée, à ce jour, cette procédure de plainte reste quelque part chimère. Au niveau régional, ça c'est international, donc ça veut dire que l'accès des enfants à des mécanismes au niveau international, notamment au Comité des droits de l'enfant, susceptibles de les protéger, elle n'existe pas. Au niveau régional, notamment au niveau du Conseil de l'Europe, et ça peut-être, c'est ça l'intérêt,
Au niveau du Conseil de l'Europe, la situation est tout à fait différente. Pourquoi? Parce que, en pratique, les enfants mineurs, au niveau du Conseil de l'Europe, ont la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l'homme sans la condition de capacité juridique, alors que, comme vous le savez, cette capacité est importante au niveau interne pour rester en justice. En pratique, les enfants mineurs, au niveau européen, ont eu la possibilité d'exercer leur droit de pétition devant ce qu'on appelait l'ancienne Commission européenne des droits de l'homme, dans des domaines qui sont couverts par la Convention européenne, c'est-à-dire des domaines comme la liberté d'expression, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ou le fameux article 8 qui parle du respect de l'intimité des enfants. Bien sûr, la Cour européenne des droits de l'homme examine, et c'est peut-être ça l'importance, examine de manière rigoureuse les requêtes qui sont présentées par des mineurs en tenant compte de 3 aspects. Le premier aspect, l'intérêt supérieur de l'enfant, que ma collègue vient justement d'analyser. Le deuxième point, leurs besoins particuliers. Et le troisième point, c'est la protection de l'anonymat des enfants mineurs. Donc, vous voyez, l'accès des mineurs, généralement par ce qu'on appelle un avocat ou un représentant légal auprès de la Cour européenne, est largement ouverte à ces enfants. Et dans le cadre du Conseil de l'Europe, il y a ce qu'on appelle la fameuse Charte sociale européenne. En 1995, le Conseil de l'Europe a adopté un protocole à cette Charte sociale européenne permettant la mise en place de ce qu'on appelle de plaintes collectives. Ça veut dire des réclamations collectives, des ONG ou des organisations d'employeurs et de travailleurs peuvent adresser au comité des droits sociaux des plaintes contre des États qui violent les droits sociaux des enfants. Donc en pratique, il y a eu pas mal d'affaires, notamment une affaire concernant la France en 2002, où la France a été sanctionnée par ce comité pour non-respect des droits des personnes handicapées. Si on va plus loin dans la réflexion, alors ça, c'est aussi intéressant. Au niveau de la Cour pénale internationale, il y a le statut de Rome, de la Cour pénale internationale, qui permet effectivement à des mineurs de participer à la procédure dans tous les stades de la procédure devant la Cour pénale par un représentant légal ou bien par un ancien juge ou procureur qui connaît très bien la procédure. Les enfants peuvent même aller donner, c'est-à-dire un complément d'information. Mais cette procédure est ouverte justement aux enfants qui sont victimes, des enfants mineurs victimes, je dirais, d'actes criminels, ou qui sont plutôt témoins. Donc, si vous voulez, sur le premier point, la conclusion sera très brève, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un accès limité des enfants, aux mécanismes susceptibles de les protéger au niveau international, à l'exception, bien sûr, du Conseil de l'Europe. Le deuxième point, et puisque je dirais que c'est le cœur du protocole de mon intervention, c'est le protocole numéro 3 à la Convention des droits de l'enfant. C'est un protocole qui date du 19 décembre 2011. Et depuis cette fameuse date, à ce jour où je suis en train de parler, le 24 octobre, il n'est pas entré en vigueur. Pourquoi ? Pour que ce protocole puisse entrer en vigueur, il faudra 10 ratifications. À ce jour, il n'est ratifié que par 2 pays. Et peut-être, vous allez étonner ces 2 pays, parce que ce ne sont pas des pays européens, c'est le Gabon et la Thaïlande. À ce jour, c'est les 2 pays qui ont ratifié ce protocole, donc il reste 8 pays pour que ce protocole puisse entrer en vigueur. Et une fois ce protocole entre en vigueur, il prévoit 2 choses importantes. Tout d'abord, les plaintes, une procédure de plainte individuelle qui est ouverte aux particuliers et à des ONG qui vont dénoncer dans leur propre pays
la violation des droits de la Convention et de ces deux protocoles par l'État qui a ratifié ce protocole. Donc ça, c'est la procédure de plainte individuelle. Et il y a une autre procédure que d'ailleurs, parfois je m'étonne parce qu'on la trouve dans tous les traités de protection des droits de l'homme, ce qu'on appelle la procédure de plainte étatique. C'est-à-dire un État qui dénonce un autre État pour non-respect des dispositions de la même Convention dont tous les deux États font partie. Pourquoi je dis ça? Ça me fait un peu, excusez-moi du terme, rigoler. Pourquoi? Parce que si on voit toute la pratique des conventions de protection des droits de l'homme, des comités, rares dans la pratique de l'ONU, où un État a dénoncé un autre État. Vous le savez très bien, ce n'est pas un scoop, parce qu'il y a la question de la souveraineté. Et si un État dénonce un autre, dit « mon voisin ne respecte pas les droits de l'homme », vous savez très bien, la sanction va tomber, c'est on va rompre les relations diplomatiques et consulaires. Donc en pratique, ça existe, mais ça n'a pas vraiment une valeur, je dirais, ajoutée importante. Et il y a une troisième procédure qui est prévue dans ce protocole, ce qu'on appelle la procédure d'enquête. Ça veut dire qu'une fois il y a une violation des droits de l'enfant dans un pays, mais ces violations doivent être à un degré très élevé, ce qu'on appelle des violations systématiques. Le comité des droits de l'enfant peut aller sur place et vérifier si vraiment il y a violation ou non. Mais quand même, il y a une limite importante et c'est là que les choses, donc parfois, toujours, on a l'impression que l'ONU ne fait rien. On dit à l'ONU, pour ne pas citer De Gaulle, c'est un machin. En fait, ce n'est pas l'ONU elle-même comme idéal, mais plutôt les États. Pourquoi? Parce que ce comité des droits de l'enfant ne peut examiner ces plaintes qu'avec la reconnaissance expresse de sa compétence par les États. Il faut que les États lui disent, c'est-à-dire les États qui ont ratifié ce protocole, disent voilà, par exemple la France va dire à ce comité, je vous donne feu vert pour examiner les plaintes provenant des ressortissants français. Mais actuellement, très rare où les États donnent cette compétence à tous ces comités. Idem pour mener une enquête sur place, il faudra l'aval des États. Et très rare les États qui donnent leur aval. Pourquoi? Parce qu'une fois le comité va sur place, sûrement, il va trouver certaines violations des dispositions de la Convention. Et il y a un autre point d'ailleurs que la réflexion n'a pas été, je dirais, poussée, c'est que tous ces comités, y compris le comité des droits de l'enfant, n'a pas la possibilité de sanctionner les États. Les États peuvent violer, comme on le voit dans le rapport, mais il ne peut pas sanctionner un État. La seule sanction, c'est une sanction morale. Et il fait cette remarque dans son rapport adressé à l'Assemblée générale de New York, puisque c'est un organe politique, dire voilà, l'État A ou B, il est défaillant, il n'a pas respecté les droits de la Convention. Donc c'est une sanction plus morale. Et donc c'est pourquoi ces comités, et je vous assure, si vous allez analyser tous les rapports du comité des droits de l'enfant, à ce jour, il y a même des États qui sont en retard de l'envoi de leur rapport il y a 30 ans, qu'ils n'ont pas envoyé leur premier rapport au comité des droits de l'enfant. Et le comité ne fait que envoyer des lettres de rappel. Donc les sanctions restent un peu des sanctions platoniques. Ceci me pousse à ma deuxième, je dirais, petite conclusion. Oui, et je vais terminer de toute façon. Le protocole donc, limite également les compétences du comité des droits de l'enfant puisqu'il ne peut pas saisir de plainte de manière individuelle. Il faudra que les États lui donnent la compétence. Le troisième point de mon intervention, puisque je vais intervenir, c'est un regard critique sur le protocole lui-même. Ce protocole, il est composé de 24 articles. Il ne vient pas accorder des droits supplémentaires aux enfants. Pourquoi? Parce que vous savez très bien, et je parle là sous le contrôle des praticiens que vous êtes pour la plupart, et je me réjouis qu'il y ait des travailleurs sociaux et peut-être des éducateurs, parce qu'on apprend beaucoup questions pratiques, c'est que ce protocole est critiquable sur plusieurs points. Je pense qu'il a été rédigé de manière hâtive, et déjà il y avait un compromis entre États. Il y a certains qui ne voulaient pas, par exemple les pays africains se disent, comment se fait-il traditionnellement, on ne peut pas permettre à nos enfants
de saisir un comité pour dénoncer, par exemple, sa propre famille, en dehors de l'État dont on fait partie. Les pays asiatiques aussi. Quelques peut-être pays européens sont intéressés par cette procédure. Alors, si on analyse le protocole lui-même, quelques critiques. Premièrement, il ouvre la possibilité d'adresser à ce comité des plaintes individuelles de particuliers, mais quand même, il ne précise pas une question importante et que j'étais d'ailleurs très attentif aux intervenants qui m'ont précédé. La défenseur des droits qui a parlé la première journée, j'aurais aimé qu'elle puisse préciser, puisqu'elle a parlé de la possibilité de saisine, mais on n'a pas dit les conditions de saisine. Vous savez très bien, une question qui se pose, est-ce que c'est ouvert à tous les enfants? Est-ce qu'un enfant de 8 ans peut saisir? Ce qu'on appelle, est-ce que l'enfant est suffisamment mûr? Au niveau européen, le standard qu'on a mis comme âge, c'est entre 10 et 12 ans. On dit que les enfants sont un peu mûrs pour saisir peut-être un organe juridictionnel. La deuxième critique, c'est que ce protocole n'est pas ouvert aux réserves. Vous savez, les États ne peuvent pas dire « j'applique ce protocole et je formule des réserves ». Ceci explique que, d'ailleurs, peu d'États l'ont ratifié, c'est-à-dire on ne peut pas interdire aux États de ne pas formuler des réserves. Donc en pratique, ce protocole qui interdit automatiquement les réserves explique pourquoi il n'y a que 2 États pour l'instant qui l'ont ratifié. Une troisième critique importante, c'est que ce protocole ne prévoit pas ce qu'on appelle une procédure de plainte collective, c'est-à-dire permettant à des ONG de le saisir. Pourquoi? Parce que dans l'avant-projet, les États n'étaient pas d'accord. Pourquoi? Parce que les ONG, vous savez très bien, il y a certaines ONG qui sont politisées. Donc c'est pourquoi on a dit non. Donc c'était fermé, la porte auparavant était ouverte, maintenant c'est fermé pour les ONG. Enfin, une quatrième critique importante, aucun article n'envisage la coordination avec d'autres mécanismes susceptibles d'intéresser aux enfants. Et il y a 2 mécanismes importants, la rapporteure spéciale de l'ONU sur la vente et la prostitution enfantine et le représentant du secrétaire général de l'ONU sur les enfants dans les conflits armés. Enfin, je dirais, et peut-être je vais fâcher ma collègue de l'UNICEF, vous m'excusez avec tous mes respects, je dirais qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives sur ce principe, je dirais, la pierre angulaire de la Convention des droits de l'enfant, l'intérêt supérieur des enfants. Moi, je dirais que c'est une notion qui est un peu en pratique floue. C'est un fourre-tout, puisqu'on la véhicule à tout bout de champ, alors que la Convention elle-même ne comprend pas des critères déterminants c'est quoi l'intérêt supérieur de l'enfant. La solution, c'est qu'il appartient aux juges nationaux de déterminer c'est quoi l'intérêt ou l'intérêt supérieur des enfants dans les procédures impliquant des enfants mineurs. Ma conclusion, c'est que ce protocole numéro 3 à la Convention des droits de l'enfant est intéressant dans le sens où il renforce la fonction de contrôle du Comité des droits de l'enfant. Simplement, étant donné qu'il ne permet pas à des enfants de les saisir directement pour l'instant, donc je pense l'intérêt reste au niveau du contrôle du comité, mais pas aux enfants, c'est-à-dire les intéressés eux-mêmes. Si peut-être le protocole serait ratifié, il entrera en vigueur, et si les mineurs, les enfants mineurs, pourraient saisir directement, sans condition d'ailleurs, un comité des droits de l'enfant, ça serait vraiment, je dirais, une révolution, une véritable révolution en droit international des droits de l'homme. Voilà, je vous remercie infiniment de votre attention et j'espère que je... Merci beaucoup. Thank you very much. That was a terrific, concise and very clear presentation. I'm going to actually now, I'm afraid, ask you to save your questions for informal interactions because we've only got a few minutes left, and I know that Daniel Sinovier wants to make some closing remarks. So, Daniel, do you want to come now? Or? We can have 5 minutes of questions? Oh, okay. So we have 5 minutes of questions. So would anybody like to pose a question to either of our 2 panelists? Yeah, Elena. Merci. Moi, je voudrais vous poser. Ça marche, ça marche.
It does work. To ask you to, Jyoti, whether you can tell us more about the balance between the right to family unity and development rights, which I think is one of the most controversial issues when looking for a durable solution for unaccompanied children. Thank you. Yes, just to respond briefly, with regards to the balancing of those two criteria, the family unity versus right to development or education, survival, it's something I think where, first of all, we want to say there shouldn't be an assumption that's an assumption for any option. So to stay in the host country or to be returned to the country of origin. So it's really, there's no assumption that one decision is better than the other or more appropriate. There's really an emphasis on an individual assessment in every case, which ideally should be informed by reliable country of origin information and a family tracing and contact with the family and family assessment. But it's really this emphasis that there needs to be an individual assessment. And in the, I think in looking at the criteria then, as I would agree with what you were saying, that best interest is not defined in the convention or is vague in the way it's used. So it's important that we then look at the national case law, and also that in the training materials in particular, we will look at case studies to try to clarify that further, to show where some weight was given. So, but it's also in a way, I think, something we're cautious that's not to have too many checklists, not to say, well, it's as I think was discussed earlier in the group when they were talking about the changes in the Netherlands, do you say, well, 5 years of living in the country is integration, or 7 years, or not to put some checklists where you have a very strict benchmark, but to say you really need to look at every case, you really need to look and listen to the child. And I think some countries, again, are looking at strengthening those procedures for listening to the child and their opinion. And again, to have a durable solution, we would argue that's really a crucial element, to have their views and the views of their caregivers. But I think we can discuss it further also on the bus. But I think individual assessment and looking at case law and case studies. Thank you very much. I think we'll just maybe thank the panelists very much for these excellent presentations, and we'll hand over to Daniel. So thank you both very much indeed. On arrive à la conclusion de 2 jours, 2 journées et demie, parce qu'on a commencé lundi soir, extrêmement riche et dense, où nous avons eu l'opportunité de partager les connaissances et les expériences d'un grand nombre de collègues, parce que vous avez été près de 45 personnes à présenter des communications, venant d'un nombre aussi important de pays, plus d'une douzaine. Nous avons eu un croisement de disciplines très riche, et on a eu des représentants avec différentes appartenances, principalement du milieu associatif et des acteurs institutionnels, mais aussi du monde académique. Je me réjouis de qu'on soit ensemble. Je pense qu'on doit continuer à travailler ensemble et apprendre les uns des autres et échanger les expériences. Je pense que les universitaires et les praticiens, les professionnels, on peut faire du travail ensemble et on peut se complémenter. On peut être complémentaires. Nous n'avons pas eu pratiquement de représentants des institutions qui décident, des décideurs. On a eu Madame Claveau de l'institution du défenseur des enfants. Je suis reconnaissant envers elle. Elle est venue, elle a participé à cette journée. Mais il regrette l'absence d'autres institutions. On ne les a pas invités, c'est vrai. Mais je pense que c'est aussi leur travail d'être ici avec nous, y échanger et qu'on discute ensemble. Les mineurs isolés étrangers en France, les mineurs étrangers non accompagnés dans d'autres pays, et les mineurs séparés, subissent les conséquences liées à les statuts des migrants et bénéficient difficilement de leurs droits en tant qu'enfants. Je pense que ces colloques et toutes les présentations et toutes les expériences qui ont été exposées sont un bon exemple.
Si la migration des mineurs isolés est un phénomène relativement récent, mais déjà consolidé, la Commission européenne le reconnaît dans son récent rapport de mi-parcours d'évaluation du plan d'action 2010-2014, les autorités aux différents niveaux impliqués continuent à peiner pour trouver des solutions adaptées et conformes à la législation. Ces colloques montrent à l'heure la nécessité de continuer à travailler. On a des travails, j'estime, et travailler à différents niveaux, institutionnels, associatifs, académiques et citoyens, afin qu'on puisse contribuer à trouver de véritables solutions. Je pense qu'on doit travailler en réseau, on doit échanger nos expériences, on doit continuer à combiner les disciplines et les approches. On doit apprendre des pratiques et des programmes qui fonctionnent dans d'autres contextes et on doit rassembler nos voix pour dénoncer les abus, la violence et la maltraitance qu'on a aussi évoquées pendant ces 2 journées et demie. Dans cet objectif, nous avons une réunion de travail demain pour constituer un réseau international. On a appelé ça une plateforme d'experts. Donc, on a cette volonté de travailler en réseau et d'avancer pour trouver ce type de solution. Donc, même si, évidemment, tout le monde ne peut pas être présent pendant cette réunion, on fera le nécessaire pour faire partie des conclusions de cette journée. En parallèle, comme il a été annoncé lors des allocations d'ouverture, des discours d'ouverture, on a un projet de création ici dans ce laboratoire, dans cette maison, d'un observatoire européen sur la migration des mineurs. Donc, cet observatoire prétend continuer le travail qu'on a fait pendant le projet Pucafreux, c'est-à-dire un travail de recherche, un travail de formation des professionnels et un travail de constitution des réseaux. Pour l'instant, on a un financement pour lancer ce projet, modeste, mais on essaiera de trouver les moyens pour que ce soit pérenne. Dans cette quête, dans cette recherche de solutions, nous estimons que les propres mineurs isolés concernés doivent impérativement être impliqués. Nous devons les écouter et prendre en considération leur opinion. Nous devons adapter nos réponses à leurs vrais besoins et prendre en compte la complexité de leur histoire personnelle et la multiplicité de leurs profils et circonstances. Nous devons continuer à travailler pour eux, mais aussi avec eux. C'est la fin de la conclusion. Je vous dis un dernier mot au risque d'être lourd sur les casques. S'il vous plaît, ne partez pas avec les casques. Voilà, ça peut nous poser des soucis financiers. Donc on aura moins d'argent pour continuer à travailler sur nos projets. Et puis bon, je remercie tous les intervenants, tous les publics, les comités d'organisation, tout le monde qui a fait possible ces colloques, les interprètes qui ont fait un boulot exceptionnel. Donc je demande un petit applaudissement pour eux. Et maintenant, on va se reposer parce qu'on est très fatigué, mais en ce moment, on n'a peut-être pas très envie d'organiser un autre colloque, mais qui sait, peut-être à bientôt. Merci beaucoup.